Le titre de notre communication, c'est du mémoire, de la thèse à l'article scientifique. Dans les universités africaines en général et camerounaises en particulier, la rédaction du mémoire ou de la thèse de doctorat est une véritable gageure, même si quelques-uns se démarquent. Il est encore plus difficile aux titulaires de master et doctorat de produire ou alors d'extraire un article de leurs travaux, de leur thèse et de leur master, ce qui pose le problème de la non-maîtrise de l'écriture scientifique chez les titulaires de doctorat et de master. Le gouvernement, l'ayant compris, a instruit la publication d'au moins un article scientifique avant soutenance d'une thèse de doctorat dans les universités du Cameroun. Face à ce constat problème, les questions suivantes se soulèvent. Quels sont les éléments pouvant rendre une thèse et ou un mémoire scientifique? Quelles sont les exigences de production d'un article scientifique? Comment extraire d'une thèse bien élaborée ou d'un mémoire bien élaboré un ou plusieurs articles? Pour répondre à ces questions, nous appuyons sur l'observation et sur le guide méthodologique de Paul Nda. Ainsi, nous dirons un mot sur le mémoire et la thèse, sur l'article scientifique, avant de voir comment partir de la thèse et du mémoire pour construire des articles dits scientifiques. Alors, nous disons un mot sur le mémoire et la thèse. Le mémoire et la thèse sont des travaux de recherche dits scientifiques. À la question de savoir ce que c'est qu'un travail scientifique, il faut savoir qu'il n'existe pas de travail scientifique sans problème de départ. La recherche a pour finalité de découvrir l'inconnu, de traquer la vérité cachée afin de faire sortir quelques évidences. Les parcelles de vérité se dissimulent sous les objets, les faits, les comportements, les attitudes, les événements, les phénomènes, les pratiques sociales, etc. Pour leur manifestation, le chercheur peut aller de la supposition ou de l'hypothèse à la découverte de vérités plus assurées en passant par un cycle d'opérations rigoureux, méthodique. La rigueur est dans l'observation, dans l'analyse et l'interprétation des données, des faits, des idées, caractérise le mémoire et la thèse. Que dire des éléments structurants du mémoire et de la thèse? Le mémoire et la thèse partent toujours d'un problème. Lequel problème est la cause d'un malaise, d'une insatisfaction, voire d'une irritation qui exige par conséquent explication et élucidation. Lorsqu'on a un problème de recherche, on formule ce qu'on appelle la problématique. Il s'agit de soulever et de poser explicitement la question cruciale qui correspond au cœur du problème et les questions nécessaires qui les complètent et les clarifient et expriment intégralement avec elles les différents aspects du problème. Et à ces différentes problématiques, on propose ce qu'on appelle les hypothèses. Les hypothèses sont donc la réponse anticipée aux questions de recherche posées. C'est pourquoi on a souvent tendance à dire autant de questions posées, autant d'hypothèses, et de parties et ou de chapitres du travail. Une fois qu'on a les hypothèses du travail, on est situé, s'il vous plaît, veuillez éteindre vos micros. On élabore ce qu'on appelle un cadre méthodologique. Et le cadre méthodologique ici est le champ théorique ou épistémologique dans lequel le problème placé prend sens, envergure, allure ou orientation. Il s'agit pour le chercheur d'inscrire son problème dans un cadre de référence en montrant qu'il connaît clairement les tenants et les aboutissants des théories et concepts engagés dans la formulation du problème en question. Et une fois le cadre théorique posé, le chercheur précise sa méthodologie. Ainsi, la méthodologie en recherche, surtout dans les travaux de thèse et de mémoire, consiste à répondre à deux questions. La première question, c'est
on observe quoi? Qu'est-ce qu'on observe? Il s'agit ici de recueillir des données pertinentes dont le chercheur a besoin pour tester ses hypothèses, ses conjectures théoriques. Et la deuxième question, c'est comment observer? Alors, il s'agit de choisir un mode d'investigation. Ce peut être l'observation, ce peut être l'entretien, ce peut être une étude de cas. Alors, une fois toutes ces considérations faites, le candidat doit penser dans le corps de sa thèse à l'analyse des données. Et on peut faire l'analyse des données en 3 étapes ou en 3 manières différentes. Premièrement, lorsqu'on a une recherche qualitative, le chercheur se livre à un traitement de données de façon inductive afin de faire émerger des régularités et découvrir des liens entre les faits accumulés. L'analyse de contenu, par exemple, lui permettra de traiter des matériaux riches, des informations et des témoignages profonds et complets. En recherche quantitative, les informations ou les faits observés doivent être isolés, regroupés et classés dans des catégories, dans des tableaux, dans des graphiques. Comme l'a dit la précédente panéliste, on peut utiliser ici ce qu'on appelle les diagrammes, les courbes, les tableaux, etc. Et le troisième mode d'analyse peut être le mode quali-quantitatif, c'est-à-dire que, ou quali-quantitatif, oui, c'est-à-dire que le chercheur exploite les deux autres modes à la fois. Bien, voici ce qu'on peut dire en ce qui concerne les éléments structurants et nécessaires pour l'élaboration ou la construction d'une thèse et d'un mémoire. Maintenant, nous rentrons dans les éléments qu'on peut retrouver dans un article scientifique. Il faut dire qu'un article scientifique rédigé pour être publié, un article rédigé pour être publié est retenu pour scientifique s'il est le produit de résultats de recherche ayant obéi à des règles, à des normes, à des procédures de production, à la connaissance dans une discipline donnée, s'il a respecté aussi le principe de cohérence en s'attachant rigoureusement d'un bout à l'autre à une manière précise de faire reconnue et admise par les pairs. C'est pourquoi, généralement, on envoie les articles pour expertise. Il faut noter qu'à la différence du mémoire de recherche et de la thèse de doctorat, l'article n'a pas pour but premier de démontrer les compétences de recherche, mais de faire connaître la contribution que l'étude apporte à la connaissance. Il reste que, tout comme la thèse, l'article peut s'appuyer sur une démarche en tout ou en partie déductive, être donc le fruit d'une réflexion, d'une analyse, de la raison plutôt que des sens et de l'expérience. Dans certaines disciplines, l'article empruntera une démarche plutôt inductive, fruit de l'observation et de l'expérience, tandis que dans d'autres, il en aura carrément une démarche hypothético-déductive, dont le fruit du besoin de vérifier des théories et des hypothèses grâce à des tests empiriques. Pour l'essentiel, la plupart des articles s'organisent sur la base d'un questionnement, d'une méthode d'investigation mise en jeu pour obtenir des informations à analyser. Le prochain point que nous abordons sous l'article scientifique, c'est de la structure de l'article scientifique. Tout à l'heure, notre panéliste a parlé de la méthode EMIRAT. Je crois que c'est la même méthode que nous avons reproduite ici pour dire que, à l'introduction, on peut avoir 3 éléments, notamment le contexte, ensuite l'objet, voilà, oui, l'objet, et enfin le contenu. Et dans le contenu, on range les éléments comme la nature du problème, comme la formulation d'une question cruciale qui découle du problème, comme l'énonciation de l'objectif à atteindre et de l'hypothèse ou des hypothèses, et comme la précision du champ théorique du travail. La méthodologie du travail, comme on l'a dit, c'est la même que celle qu'on observe lorsqu'on fait une thèse de doctorat ou alors en mémoire, c'est-à-dire on dit ce qu'on observe et comment est-ce qu'on l'observe.
Et le troisième point, c'est les résultats. Le point résultat ne contient que des faits et rien que des faits. Sans les interpréter, le chercheur expose les résultats de ses observations. Ces faits s'expriment en données chiffrées. Lorsqu'on a utilisé les instruments qui ont fourni des données chiffrées et conduit à la construction des tableaux, des graphiques et autres figures. Ou en données non chiffrées, ça, c'est la recherche qualitative. Lorsqu'on a récolté des données qualitatives, par exemple, par entretien, par récit de vie, la discussion. Dans la discussion, l'auteur se focalise sur le problème de recherche et apporte une réponse claire. Il considère les différents résultats espérés dans les hypothèses et les compare aux résultats observés dans les faits. Il s'efforce d'expliquer les résultats inattendus ou divergents. Il interprète l'écart entre ces résultats et ceux d'autres chercheurs. Dans la discussion, l'auteur de l'article peut faire des références qui convoquent à nouveau des auteurs, des travaux et même des éléments théoriques pour la discussion. La conclusion. La conclusion fait la synthèse des idées essentielles issues de l'analyse. Elle répond à la problématique définie en début d'étude et, si possible, ouvre de notre communication, s'intitule « Extrait un ou plusieurs articles de sa thèse ou de son mémoire ». De ce qui vient d'être dit, il est clair que le mémoire et la thèse partagent ensemble, à plus de 80%, les mêmes réalités. Ce sont des productions scientifiques qui exigent qu'on parte d'un problème précis, qu'on problématise, qu'on formule des hypothèses qui se vérifient ou non dans le corps du travail, au moyen d'une méthode bien pensée et d'une théorie permettant de résoudre le problème. Ainsi, comment concevoir la structure d'un article scientifique partant d'un mémoire ou d'une thèse? Nous reprenons ici le point sur la structuration. Donc, nous proposons une structuration de l'article extrait du mémoire et de la thèse. Et nous disons que, à l'introduction, on a les trois éléments, c'est-à-dire le contexte. Il peut être celui de la thèse ou du mémoire, ou encore celui du chapitre ou de la partie qu'on souhaite transformer en article scientifique. Alors, on aura l'objet qui se circonscrit uniquement dans le chapitre, dans la section ou dans les sections qu'on souhaite transformer en article scientifique. En ce qui concerne le contenu, on commence par l'exposition de la nature du problème. Ici, le candidat pourra emprunter les éléments dans son introduction générale. Et pour la question cruciale, il peut soit se servir d'une question de la problématique ou alors reprendre même la question centrale de sa thèse. S'il s'avère que la question centrale de sa thèse s'il s'avère que la question centrale de sa thèse cadre avec la section qu'il a analysée, ou alors il peut prendre uniquement la question qui sied avec le chapitre ou la section qu'il analyse, dans sa thèse. Bon, je suis un peu confus dans ma tête là. Et puis, les objectifs à atteindre. Il s'agit de l'objectif des objectifs qui correspondent à la partie qu'il souhaite transformer en article, surtout que chaque question, comme on l'a dit au départ, chaque question doit avoir une hypothèse et laquelle hypothèse doit sied soit avec un chapitre du travail, soit avec une partie du travail. C'est pourquoi la question qui sied avec la partie du travail peut donc être la question de l'article en question. L'hypothèse qui répond à cette question peut être l'hypothèse qu'on propose pour l'article en question. Alors, pour le champ théorique,
le candidat peut reprendre la théorie du macro-travail en question si cette théorie l'aide à analyser cette sous-partie, ou alors s'intéresser à quelques aspects de la théorie uniquement. Méthodologiquement parlant, le candidat pourra également voir si, effectivement, la théorie qu'il a utilisée dans sa thèse cadre avec la partie, ou alors s'il y a seulement quelques éléments de la théorie qu'il faut exploiter pour cette partie-là. Bien. En ce qui concerne les résultats, nous disons que les résultats de l'article qu'on doit présenter ici sont dans le développement de la section ou alors d'un chapitre du travail de sa thèse. Et si la thèse a été rédigée dans les règles de l'art ou le mémoire et a été examinée par un jury, le candidat pourra juste couper une section et présenter la section comme l'analyse du travail. Et bien évidemment, il pourra enrichir cette analyse, tout comme il pourra laisser l'analyse ainsi si jamais l'analyse a été effectivement bien faite, ou alors si entre-temps, il n'y a pas eu une certaine maturité ou certains nouveaux éléments à analyser ou à ajouter pour l'analyse de la partie ou de la section qu'on va transformer en article scientifique. Maintenant, nous partons à la discussion. La discussion peut s'inspirer de la thèse. Dorénavant, dans les thèses de doctorat ou alors de master, certaines écoles admettent qu'il y a une discussion dans le corps du travail et d'autres admettent que la discussion se fasse à la conclusion. Alors, si jamais le candidat a fait sa discussion dans le corps du travail, il pourra s'imprégner ou alors partir de la discussion faite dans le corps du texte et qui, comment dirais-je, qui sied à la partie qu'il veut transformer en article scientifique. Alors, si la discussion est faite à la conclusion, il fera le même travail. La conclusion sera la même chose parce que le candidat doit faire la synthèse des idées essentielles issues de l'analyse. Il doit se rassurer qu'il répond à la problématique définie à l'introduction et il pourra, si possible, ouvrir le débat. En conclusion générale, ce que nous retenons est que pour partir d'un mémoire ou d'une thèse ou un article scientifique, le candidat doit puiser dans son introduction générale les éléments comme le problème, le questionnement, l'hypothèse, la théorie et la méthodologie. De même, il puisera dans un chapitre une ou plusieurs sections permettant de présenter les résultats. De sa conclusion générale ou de la partie réservée à la discussion, il prendra les éléments lui permettant de discuter ses résultats. Nous sortons notre communication en précisant que la présentation des mémoires, thèses et articles peut varier en fonction des sujets, des spécialités et même des champs de recherche. Ce qui fait que ce travail n'est qu'à titre indicatif, pouvant aider les uns et les autres à les adapter en fonction de leur champ d'études ou alors de leurs intérêts. Merci pour votre aimable attention. Merci, docteur Hervé, pour cette présentation. Alors, nous retenons de vos propos que les éléments, bref, vous nous avez présenté les éléments qui structurent une thèse et un mémoire en présentant les spécificités de l'article. Et vous avez également présenté les moyens pour pouvoir extraire les données d'une thèse ou d'un mémoire afin de rédiger son article. Alors, je ne sais pas si le docteur Kaïsa nous a déjà rejoint. Le docteur Elias Kaïsa nous vient de l'Université de Ghana, Legon. Alors, on dit toujours qu'on ne dissocie pas le fond de la forme. Et cet après-midi, docteur Kaïsa nous parlera des références bibliographiques dans un article. Alors, docteur Kaïsa, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. OK, vous avez la parole. OK, merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à... bon, je viens d'un cours, désolé que je suis en retard.
parce que j'ai un cours jusqu'à 14h30, mais j'ai dû quitter la classe pour vous rejoindre. Donc, désolé pour le retard. Que je partage l'écran avec vous. Oui, c'est le même thème, conception. Hein, comme les deux collègues ont déjà parlé de leur partie, conception et rédaction d'articles scientifiques, quelle modalité pour quel résultat. Donc, moi, je parle de la mise en page des références à l'ère du numérique. Et aujourd'hui... Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra? OK. Oui, ça va? Oui, c'est bon, merci. Oui, donc aujourd'hui, dans la recherche ou bien dans la rédaction des articles, il est nécessaire de faire référence, parce que nous sommes à l'ère numérique aujourd'hui, et c'est difficile aussi de continuer avec la référence ou bien la documentation manuelle. Donc, il y a la disponibilité des ressources en ligne aujourd'hui qui vont nous guider et à faire des références bibliographiques. Donc, pour l'instant, je dis pourquoi d'abord, oui, voilà, pourquoi une référence textuelle et bibliographique dans un article de publication? Comment le faire et quels outils? Il y a des logiciels de gestion des références. Donc, nous allons parler de tout cela. Et pourquoi une référence textuelle? Parce que dans la rédaction d'un article, nous devons avoir une référence textuelle ou bibliographique juste pour des raisons diverses. Parce que tout d'abord, pour la reconnaissance que c'est un travail scientifique, c'est un travail scientifique pour la communauté scientifique qui peut vérifier, hein, la communauté scientifique peut vérifier les éléments nécessaires, les affirmations et les propos que vous soulevez. Donc là, c'est une reconnaissance et reconnaissance aussi des sources où vous avez tiré les propos. Et de trois, nous faisons des références pour éviter ce qu'on appelle le plagiat. Et le plagiat, comme vous le savez, tout le monde ici, nous sommes tous des chercheurs, nous sommes tous des étudiants en doctorat, en master, et les jeunes chercheurs, nous savons tous ce qu'on appelle le plagiat. Et le plagiat, d'après l'université d'Antoine, c'est voler les mots, les idées ou voler les mots, les idées et les statistiques d'une autre personne en les faisant passer pour les vôtres. Et la traduction partielle ou totale des textes d'autrui constitue une forme de plagiat si la source n'est pas indiquée. Évidemment, on ne peut pas toujours être original. Il est donc tout à fait normal de s'inspirer des écrits et des pensées des autres. Cependant, il faut le faire de façon acceptable afin de ne pas se rendre coupable du plagiat. Et vous le savez que lorsqu'il y a, on vous accuse du plagiat, c'est sévère dans la communauté scientifique. Donc, on peut s'inspirer des idées, on peut s'inspirer des écrits d'autrui, mais nous devons le faire de manière à ce qu'on soit un peu, qu'on ne soit pas coupable, comme le dit la citation, qu'on ne soit pas coupable du vol scientifique. OK, docteur Kaiser, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre votre présentation en diapo? OK. Ça va? Oui, c'est bon, merci. Ça va? Oui, c'est bon, vous pouvez continuer. C'est bon. OK. Donc, je disais que le plagiat, on dit le plagiat, je viens de voir
Docteur Sylvain, il vient de parler de quelque chose en disant que le plagiat, oui, c'est bien vrai. Il y a le plagiat qui comprend aussi, on peut avoir le plagiat autoplagiat. Et la reformulation ou bien la répétition de vos propres idées, de vos propres phrases aussi, discours, hein, qui n'est pas reconnu dans la source, peut être attribué le plagiat et approprier illégitimement des idées d'autrui, chercheurs, gestion maladroite des emplois. Parce que si vous appropriez de l'idée de quelqu'un, alors que vous ne reconnaissez pas l'auteur, alors que vous ne reconnaissez pas la source, là, on peut vous accuser du plagiat. Et lorsqu'on vous accuse du plagiat dans une publication, c'est très sévère. Donc, pour éviter cela, nous devons tout d'abord déclarer les sources complètes et véritables de toutes les citations et paragraphes, ou bien paraphrases. Reconnaître les emprunts légitimes aux ouvrages et aux idées d'autrui et soumettre votre travail au logiciel anti-plagiat comme Turnitin. Chez nous ici, il y a l'anti-plagiat Turnitin qui nous aide ici. Donc, utilisez aussi des ressources en ligne comme Smosh-Citour, hein, pour vérifier l'authenticité de votre travail. Donc, il s'agit de, pour une référence, il faut d'abord, pour éviter le plagiat. C'est ça l'essentiel. Et aussi, nous devons utiliser, à l'ère numérique, aujourd'hui, nous devons utiliser quoi? L'Internet, Google Scholar, Book et livres pour faciliter l'accès aux sources des citations primaires. Et aussi débarquer avec un retrait sans guillemets, hein, pour la citation textuelle. Nous devons débarquer par la citation sans guillemets et pour des citations au-delà de 4 lignes. Et là, ce sont des choses que nous devons connaître en tant que chercheurs, en tant que chercheurs et rédacteurs des articles. Donc, nous devons vérifier les citations secondaires. Hein. Il y a dans certains cas, les citations secondaires peuvent ne pas être dévoiler la réalité. Donc, il faut vérifier d'abord ces citations secondaires pour enfermer des écrits incorrects. Et comment faire référence aux citations textuelles? Tout d'abord, il s'agit de référencer, hein, lorsqu'il s'agit de référer une citation, vient de donner pourquoi donc ce livre, donc tiré de quoi? Weber, année et page. Donc, lors des références dans le texte, il est inutile de préciser le titre de l'article. Parce que dans la rédaction des articles, il y a cette tendance à se référer à un document en écrivant toutes le titre. Donc, c'est inutile de préciser le titre de l'article ou de l'ouvrage auquel on se réfère. Donc, ce qui est nécessaire, c'est de mettre la citation ou bien l'expression dans le guillemet et essayer, lorsque vous évoquez les guillemets, lorsque vous mettez les guillemets, il est nécessaire aussi d'indiquer la page. Et dans le texte, la référence est signalée par une parenthèse contenant le nom de l'auteur et l'année de parution. Et donc, là, voilà un exemple. Le travail de la science est sans cesse inachevé. Weber, 1959. Et les découvertes font appel à de nouvelles interrogations. Les travaux scientifiques vieillissent et sont dépassés. Donc là, voilà comment, dans le texte, là, il n'y a pas de guillemets, ce n'est pas une citation exacte ou bien ce n'est pas une phrase précise, hein, pour le mettre dans les guillemets. Donc, on dit la date d'édition est celle que nous devons effectivement consulter. Vous voyez, ce n'est pas forcément l'édition originale, parce que la date d'édition, parce que c'est par exemple, si nous prenons la syntaxe structurale de Thénière, Thénière a écrit ce document 5 ans, hein, avant la sortie, et la sortie c'est de 1959.
Donc là, on ne peut pas se référer de 1954, mais c'est 1959. C'est ça la date d'édition. Il y a référence bibliographique. Et les références bibliographiques doivent permettre d'abord d'identifier, de retrouver, de consulter facilement un document. Donc, si nous faisons la référence bibliographique, c'est tout d'abord d'identifier la source, de retrouver, parce que le lecteur avisé doit chercher à retrouver même l'original du document et de consulter facilement. Parce que vous avez dit que vous avez consulté tel ou tel document. Donc, le lecteur de vos articles qui s'intéresse à certains éléments, il va essayer de retrouver ces documents et consulter pour d'autres recherches. La présentation de ces références est soumise à des règles régies par des normes précises. Ici, nous devons noter que les normes, bon, il y a des différentes normes de référence bibliographiques. Et voilà, on peut parler des références bibliographiques, on peut parler des différentes références bibliographiques, fournir tous les détails bibliographiques. Donc ici, si vous voulez, si vous adaptez à la norme APA ou bien vous adaptez à la norme MLA, vous devez comprendre que les normes référentielles ne sont pas, ou bien les normes bibliographiques ne sont pas les mêmes. Donc, ce qui est nécessaire, voilà un exemple des normes ici. Il y a la ASA, il y a APA, il y a MLA, il y a ASA, il y a MLA, la CNCR, il y a ISO. Donc, tous ces éléments, ou bien ce sont les modules, ou bien les différentes références modèles, ou bien différentes modules de référence bibliographique. Donc, ce qui est nécessaire pour nous maintenant, c'est en tant qu'étudiant ou bien en tant que chercheur, si vous voulez faire une référence bibliographique, lorsque l'appel à communication est lancé, il est nécessaire de vérifier, de lire l'appel à communiquer pour voir la norme exigée par la revue de publication ou bien pour voir la norme exigée et les protocoles de rédaction. Donc, sans quoi, c'est par exemple le protocole de rédaction ou bien la norme exigée est MLA ou bien MLA que vous avez utilisé APA, c'est sûr et certain qu'on va rejeter votre article sur le plan technique parce que vous ne suivez pas les informations ou bien le protocole de rédaction. Et aussi, nous avons ici que dans la mise en page ou bien dans la préparation des références, il y a des principes à respecter. Et ici, nous parlons de quoi? L'exactitude. L'importance de l'exactitude des renseignements. Parce que l'enseignement ou bien la citation, les expressions que vous citez, il faut citer exactement. Si c'est une citation textuelle, il faut citer exactement ce que dit l'auteur. Hein? Donc, si c'est une paraphrase, là, c'est autre chose. On parle d'uniformité, on parle de la pertinence aussi, pertinence pour l'argumentation, parce que nous citons des éléments des fois qui ne sont pas pertinents à nos argumentations ou bien au thème de notre recherche. Et on parle de la cohérence, importance d'inclure des références en lien avec l'argumentation. Donc, l'unicité et la traçabilité. Là, on peut retracer facilement le document. Donc, c'est ce que Blois a soulevé dans ce document. Donc, nous voilà ici, éléments à considérer dans la rédaction d'un article. Comme je viens de dire, il y a la norme de documentation. C'est quelle norme? Quel protocole rédactionnel? Et la politique de la revue. Il est nécessaire de faire référence à ces éléments, les consignes de publication, parce qu'il y a des détails que chaque revue a ses détails, ses protocoles de rédaction. Donc, il y a les directives de publication et les guides de style. Donc, c'est à nous maintenant de chercher à lire les guides de style ou bien les directives de publication de la revue avant même d'envoyer des articles. Parce qu'il faut d'abord comprendre ce que
les directives ou bien le protocole de la revue. Voilà, je parlais des logiciels. Aujourd'hui, nous parlons des différents logiciels de gestion de références qui peuvent nous aider dans la référence, dans la documentation bibliographique. Donc, il est essentiel d'enregistrer systématiquement et précisément les sources consultées tout au long du travail de recherche. Et dans le passé, c'est ce que nous faisons. Nous allons à la bibliothèque, nous allons lire et après, on commence à rechercher et on ne trouve pas certains éléments. Mais aujourd'hui, grâce au numérique, nous avons nous avons les logiciels de gestion et des logiciels de gestion de références bibliographiques. Et qui sont gratuits, hein, tels que Mendeley, EndNote, Zotero, etc., permettent de collecter, gérer et citer les références, de faire la documentation. Et voilà, logiciel Mendeley. Bon, il y a Zotero, il y a EndNote, mais chez nous ici, on s'habitue presque à Mendeley. Et Mendeley, c'est un logiciel académique gratuit, oui, pour gérer, partager, lire, annoter et citer vos documents de recherche. Donc, Mendeley permet de créer, tout d'abord, et de formater facilement des citations dans les documents que vous rédigez. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit qu'il fonctionne bien sur Google Chrome ou Mozilla. Donc, tout d'abord, si vous avez, il faut tout d'abord télécharger les logiciels Mendeley. Vous téléchargez le logiciel et là, ça vous permet d'enregistrer les documents, ça vous permet de télécharger les articles ou bien les ouvrages que vous cherchez, télécharger ces ouvrages et les mettre dans la bibliothèque Mendeley sur l'ordinateur. Et nous disons ici que Mendeley, il y a deux types de Mendeley. Il y a desktop et référence manager. Donc, c'est à vous maintenant de voir selon la capacité même de vos ordinateurs, ça dépend de ce que vous pouvez télécharger. Et Mendeley Desktop, c'est quoi? Donc, un logiciel de gestion de références bibliographiques qui vous permet de gérer, comme je viens de dire, partager et annoter et citer vos documents de recherche. Tout d'abord, nous pouvons créer un compte sur un compte dans lequel vous pouvez avoir accès à la bibliothèque Mendeley et télécharger facilement Mendeley sur l'ordinateur. Donc, celui-ci, je veux vous envoyer sur la page Microsoft Word pour démontrer comment Mendeley peut retrouve sous outils dans les versions post de travail de Mendeley. Une fois installé, le module est visible sous l'ongle référence de la barre de menu MS Word. Donc, je vous envoie sur MS Word. Je dois partager ici aussi. Et voilà. Voilà Mendeley que j'ai ici sur le desktop. Et comment peut-on faire la référence ici? Parce que Mendeley, j'ai déjà dit qu'il faut télécharger autour de votre thème, vous les connaissez, c'est à vous de télécharger tous ces articles, de les mettre dans la bibliothèque. Et voilà, si nous voulons, par exemple,
faire la référence. Lorsque vous avez Mendeley sur le desktop, il suffit seulement d'aller désolé. Oh, bah, désolé, ça vient. Désolé, hein, une minute. Oui. Si vous voyez Microsoft, oui, mon écran. Oui. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Arrêtez le partage. Vous pouvez partager, vous êtes choisissez. C'est déjà ouvert. Ok. Allez sur vous pouvez partager. Voilà. Vous choisissez. Oui, désolé. Bon, vous voyez les Microsoft Word ici, la page ici. Donc, comme j'ai déjà... Désolé. Oui, comme j'ai déjà téléchargé les Mendeley j'ai déjà mis sur l'ordinateur. Si vous venez ici, c'est la page où vous saisissez l'article. C'est ici. Il suffit seulement de cliquer sur référence ici et installer Mendeley. Vous voyez ici, il y a insert bibliographie, open Mendeley et voilà citation. Disons par exemple que je suis en train d'écrire un article et que ici j'ai mis par exemple la raison d'être par exemple, voilà la citation. Voilà ce que j'écris. Donc, je vais ici, référence, et référence, qu'est-ce que je fais? Je vais directement sur quoi? Insert citation. OK? Insert citation. Donc, ici, on m'envoie ici search. Il faut chercher à partir des auteurs ou bien du titre ou de l'année. Donc, par exemple, si vous connaissez le nom de l'auteur, vous mettez le nom de l'auteur là-bas et puis vous cliquez sur OK. Et ça vous envoie directement. Mais si vous ne connaissez pas le nom de l'auteur, mais vous voulez chercher dans la bibliothèque Mendeley, vous allez directement ici, go to Mendeley. Vous allez à Mendeley. Voilà, Mendeley est ouvert ici. Donc, vous cherchez, par exemple, si c'est Mensa Sarah, hein, voilà un auteur, si c'est Mensa Sarah, vous cliquez sur Mensa Sarah et puis vous allez vous cliquez sur Mensa Sarah et puis c'est ouvert ici pour vous. Si vous voulez, vous pouvez éditer, vous pouvez même réviser hein, ce que dit Mensa Sarah ici, ou bien vous importez directement sur et puis vous venez ici, par exemple. OK.
Une fois que vous avez mis Sarah ici, une fois que vous avez mis Sarah ici, vous pouvez cliquer sur ça et ça vous envoie ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Voilà l'article qui apparaît et puis vous pouvez toutefois vérifier les expressions ou bien la citation. Et si vous finissez de vérifier, maintenant, vous allez citer. Et on revient. On revient à la page. Je vais revenir à la page précédente. À la page web. Oui. Oui, voilà. Oui, voilà le document web. Et puis, lorsque vous êtes ici... S'il vous plaît, une question rapide. Est-ce que je suis la seule à ne pas voir l'écran de Kaiser? Pardon? Je ne sais pas si les autres... Moi, je vois l'écran. Oui, mais la raison d'être... Oui, c'est ça qu'il est en train de faire. Ah. OK. So, si vous... Bon, par exemple. So, ici, référence. Then, vous dites quoi? Insérer quoi? La citation. Donc, ici, insérer la citation. Vous cliquez sur insérer la citation. Et supposons que le nom, c'est Mensa. Oui, voilà le nom apparaît ici. Mensa, ça va? Ici. Donc, si vous dites Mensa, donc ça vous envoie OK. OK. Il y a un problème ici. Oui, voilà le nom de l'auteur et l'année qui apparaît ici à côté de la citation. Vous voyez? Mais maintenant, c'est voilà la citation textuelle. Et si vous voulez faire la bibliographie directement, donc vous cliquez sur référence et vous allez sur ici, il faut tout d'abord chercher insérer la bibliographie. Il faut tout d'abord chercher ici les types de quoi, les modèles de documentation que vous voulez. Donc, si vous cliquez ici, vous allez voir les modèles de documentation. Il y a MMA, MPS, il y a APA, il y a tous les modèles sont ici. Donc, si vous voulez modèle de APA, voilà, vous cliquez sur APA. Et puis, ça va vous donner la référence, c'est la bibliographie de Mensa 2029. Ça va apparaître. D'abord, il faut tout d'abord aller à la... Oui, voilà. Référence. Et voilà, insert référence. Vous cliquez sur insert bibliographie et voilà, l'information apparaît directement. Donc, si vous voulez, vous pouvez le faire un à un, auteur par auteur, et c'est facile. Ou bien, vous pouvez même le faire ensemble, et aussi, c'est facile. Donc, tout d'abord, je reprends. Pour la citation textuelle, vous écrivez la phrase ici, bien l'expression, et puis vous mettez la souris à côté de l'expression, puis vous allez référence. Vous allez à référence,
vous voyez, insère citation, insérer la citation. Donc, vous allez là-bas et ça vous donne directement un cadre. Donc, ici, si c'est l'auteur, vous connaissez le nom de l'auteur. Vous pouvez mettre l'auteur là-bas. Si c'est le titre, mettez le titre ou bien l'année. Donc là, vous allez directement OK. Donc, OK, la bibliothèque Mendeley va vous ramener directement la citation à côté de l'expression ou bien des propos cités. Et si vous ne connaissez pas l'auteur, vous allez directement go to Mendeley. Ici, si vous allez à Mendeley, c'est là vous allez chercher l'auteur. Si vous le trouvez, donc vous cliquez sur citer et ça vient directement. Donc, de même chose, si vous voulez faire la bibliographie, donc vous allez à la ligne, bon, envoyez la souris à la ligne, et puis vous écrivez, vous cliquez sur référence. Référence ici, et puis vous voyez insérer la bibliographie. Donc, si insérer la bibliographie, donc, il ne faut pas seulement d'y insérer parce qu'il faut chercher d'abord le module de documentation en question. Donc, si vous trouvez le module de documentation en question, vous cliquez sur, par exemple, ici, c'est APA. Ce qu'on vient de voir ici, c'est APA. Et si je veux changer cela à MLA, il suffit seulement d'aller ici. Vous trouvez MLA ici. Et puis, vous cliquez. Vous voyez, ça change automatiquement. Ici, MLA, il y a le nom entier. Il y a Mensa et Sarah. Information, mais le titre vient. Avant, même l'année devient la dernière. L'année, c'est la dernière position. Mais si vous voulez également, je ne sais pas si vous voulez, par exemple, Chicago, il suffit de mettre ceci, de souligner, de mettre un grand, vous allez référence, Chicago, par exemple, OK, vous cliquez et ça vous donne directement la référence de Chicago. Voilà la référence de Chicago. Donc, aujourd'hui, nous avons ces modules de référence numériques qui nous aident à faire facilement de la documentation bibliographique. Donc, sur ce, je m'arrête ici. Si vous avez des questions à poser, nous allons tous répondre aux questions. Merci beaucoup. Nous vous remercions. Merci, plaisir. Et je dois signaler que Mariam, votre modératrice, a eu un problème de connexion et donc elle est en train de se reconnecter. Et je vais prendre la parole à son nom pour pouvoir continuer les échanges. Si je ne parle pas fort, vous m'excuserez, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre pour pouvoir me remplacer. Je pense. Bon. Il y avait Itoum et Adriel, docteur Bébiné, qui avaient des questions avant qu'on ne se sépare. Est-ce qu'on peut commencer par le docteur Bébiné et ensuite Itoum? Ok, bonjour à tous. Bonsoir. 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 Ok, je suis très ému et satisfait de l'exposé que je viens de suivre qui certainement, qui m'a même fait oublier la question, mais ne m'a pas fait oublier la contribution que j'avais par rapport à la question que le prof a posée spécifiquement, notamment concernant le rejet. Je voulais simplement ajouter que parfois, ce n'est pas la qualité des articles qui occasionnent leur rejet, mais c'est souvent l'affiliation et même la ligne éditoriale, n'est-ce pas, de ces maisons qui parfois fait qu'on rejette un certain nombre d'articles. Donc, dans la rédaction de l'article, et peut-être au préalable, peut-être dans un autre webinaire, ou bien cela a déjà été fait,
il faudrait, n'est-ce pas, parler de comment choisir même les différentes revues en vue d'une publication. Parce que si vous avez une revue qui défend une thèse quelconque, ou alors qui défend un cadre théorique quelconque, qui voudrait simplement des études dans ce sens, si vous venez avec un bon article, mais qui traite plutôt cas pour cadre théorique, un autre cadre théorique, il ne sera pas reçu, quelle que soit la pertinence ou alors le bon format de votre article. Donc, il est important d'intégrer cette dimension-là et de se dire, on doit bien écrire les articles, mais le choix des revues internationales, n'est-ce pas, qui cadre avec la ligne éditoriale que nous poursuivons dans notre article est aussi très, très important. Voilà un peu ce que je voulais ajouter au-delà, puisque d'autres personnes ont réagi, n'est-ce pas, et puis ont pu répondre à certaines interrogations que j'avais. Voilà. Madame Itoum, et ensuite, Mariam reprend sa position de modératrice. Merci, madame, de m'avoir passé la parole. Bonsoir à tous et merci aux différents intervenants pour ces partages enrichissants. Ma question s'adresse à Dr. Wandi et elle a deux volets. Le premier volet, c'est est-ce que vous avez dit que l'on peut extraire un article soit du chapitre d'une thèse, soit d'une section ou d'une sous-section. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible de rédiger un article scientifique avant de s'être rendu sur le terrain, avant d'avoir déjà collecté les données pour rédiger sa thèse? Bon, sinon, est-ce que cela voudrait dire que un chercheur peut faire deux descentes sur le terrain, c'est-à-dire une descente d'abord pour l'article, s'il n'a pas encore soutenu, ou alors une descente pour la thèse et pour l'article. Ça, c'est le premier volet. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième volet, ça touche beaucoup plus les droits d'article. Est-ce qu'il n'est pas imprudent pour un chercheur de publier un article dont les résultats font partie intégrante de sa thèse avant d'avoir soutenu sa thèse? Merci bien. Allô, vous m'écoutez? Oui, docteur Hervé Wandi. C'est le docteur Hervé Wandi qui doit répondre. D'accord. Il est là, voilà, c'est bon. Je suis là. Merci pour la réponse à la question. Voilà, la première question, c'est qu'est-ce qu'on peut publier un article avant d'avoir achevé sa thèse? En réalité, il y a le seuil minimum. On ne saurait publier un article sans avoir les éléments nécessaires. C'est-à-dire qu'il y a un seuil. On ne peut pas publier un article sans données. Parce que c'est à partir des données qu'on voit le problème. Alors, même si on a un problème, on doit pouvoir l'insérer dans des données. Et c'est dans les données qu'on cherche à vérifier le problème. Donc, quand vous avez collecté vos données pour votre thèse de doctorat, vous ne pouvez pas rédiger un article quand vous n'avez pas encore entamé la rédaction jusqu'à un certain niveau. Sauf si vous voulez rédiger un article sur votre mémoire et non pas sur votre thèse. Maintenant, en ce qui concerne pour l'imprudence quant à la publication d'un travail de recherche avant la soutenance partant de la thèse de doctorat, je voulais vous dire que je lis devant moi ici l'arrêté numéro 18 0037 du SZDAJ du janvier 2010 portant autorisation du système LMD dans les enseignements supérieurs. Et l'article 19, le grade de docteur, ça c'est pour l'université de Tchang. Le candidat devra, ça c'est l'article 4, ça c'est le point 4, l'article 19.
le candidat devra avoir publié avant sa soutenance un article scientifique extrait de sa thèse dans une revue reconnue dans sa discipline. Ça, ce sont les textes de l'université de Chang. Et c'est dans cette logique-là que je proposais ma communication. Ça veut dire que quand vous avez analysé les données jusqu'à un certain niveau, quand vous avez répondu à un sous-problème, ça peut déjà donner lieu à un article scientifique parce que vous avez mobilisé un certain élément pour résoudre ce problème. Maintenant, être imprudent ou pas, peut-être moi, je vais creuser la pour voir parce que je me suis fié à ce décret de l'université de Chang pour fonder ma communication. Docteur Wanji, je voudrais peut-être ajouter quelque chose. Je pense que publier même un article en rapport avec sa thèse donne de la validité aux travaux que le chercheur fait. Si déjà votre article qui est extrait des données que vous avez pour votre thèse est accepté par les pairs qui ont relu et qui ont validé, ça veut dire que ce que vous êtes en train de faire est bien. Donc, tout ce que vous avez dans votre thèse, en fait, du moins ce que vous avez publié est déjà acceptable dans le domaine scientifique. Donc, je ne pense pas que ce soit imprudent, c'est même quelque chose de bien. Merci pour ça. Voilà. Merci. Moi, je complète en disant que c'est même sécurisant qu'on sache sur quoi vous travaillez. Parce que si vous travaillez en autarcie, vous allez vous retrouver avec les mêmes données qu'une autre personne. Alors que quand vous publiez au fur et à mesure, d'abord que vous vous formez à la rédaction scientifique, en plus de cela, vous mettez les autres au courant de votre recherche. Et on doit déjà vous citer. Donc, ça ne surprendrait personne que vous souteniez. Et maintenant, quand vous devez soutenir, même à l'université de Yaoundé 1, on vous demande quelles sont vos publications. Vous devez avoir au moins une publication. Donc, ce n'est pas après la thèse qu'il faut penser à publier les données de sa thèse, mais c'est pendant qu'on rédige sa thèse. Si on est dans l'analyse pas des corpus, l'analyse documentaire, on peut en faire un article. Si on a des données de terrain, on peut en faire un article, ainsi de suite. Maintenant, quand c'est après la thèse, il faudrait préciser que ce sont des données d'analyse secondaire. Mais comme ce n'est pas moi qui présentais, ça c'était juste un complément et je remercie le docteur Hervé d'avoir remué ce couteau dans la plaie que les gens craignent souvent. Docteur Salomé, oui. Je voudrais... Oui, je voulais faire je ne sais pas si c'est un commentaire ou un ajout, mais je voudrais dire que même sans avoir les données, on peut rédiger un article. Mais quel type d'article? Généralement, les comptes rendus, n'est-ce pas, sont des articles, n'est-ce pas? Et les étudiants, ou alors les chercheurs, n'est-ce pas, peuvent faire généralement des comptes rendus de certains ouvrages qui comptent pour des articles et qui montrent que ils ont maîtrisé le contenu d'un article d'un auteur qu'ils vont exploiter dans leur recherche. Oui, c'est pour ça que je parle d'analyse documentaire. Oui. En fait, c'est même dans ce sens-là que j'étais en train de... Pour qu'ils comprennent mieux, n'est-ce pas, que quand tu fais ta revue de la littérature, tu lis des ouvrages qui n'ont peut-être pas de compte rendu et tu peux en faire soumettre et voir, n'est-ce pas, et voir ton compte rendu être publié. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. OK, elle est là. Merci. Je voulais aussi ajouter qu'il y a une note ministérielle du ministère de l'Enseignement supérieur, signée le 11, qui stipule que la soutenance d'une thèse de doctorat doit être conditionnée par la copublication préalable d'un article en lien avec le sujet de la thèse. Donc, je pense qu'on peut très bien publier l'article en rapport avec sa thèse bien avant la soutenance. Bien. Et je ne sais pas si Aimable et Fifen ont déjà posé leurs questions. Ils n'ont plus de main. Mais il y a le docteur Salomé Cham qui est... D'accord. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Mariam. Ah. Merci, bonsoir.
Bonsoir. Oui, allez-y. Mariam, c'est vous qui Qui désignez est-ce la qui parle, personne. s'il vous plaît? C'est vous qui désignez la personne maintenant. Ah, d'accord. Avant le docteur Salomé, il y a le docteur Bougia qui avait posé une question au niveau du chat. Elle demandait au docteur Kaiser est-ce que lors de la rédaction d'un article, est-ce qu'on peut présenter les références en note infrapaginale? Docteur Kaiser. Lors de la rédaction scientifique, est-ce qu'on peut présenter les références en note infrapaginale? Bon, comme je viens de dire que ce n'est pas bon, il faut faire tout cela. Bon, vous voulez avoir des références, présentation des références pour ne pas avoir pour ne pas avoir de problème après, parce que là, si vous faites la rédaction directement, vous pouvez s'occuper également de la référence au fur et à mesure. D'accord. Donc, une fois que vous terminez la rédaction, ce n'est pas le moment de rechercher encore les auteurs ou bien les thèmes pour la bibliographie. Parce qu'avec Mendeley, ça vous donne directement, une fois que vous, au fur et à mesure que vous rédigez, vous pouvez avoir ces bibliographies, références bibliographies directement. D'accord. Bien, Salomé, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Déjà, je suis désolée pour le retard parce que j'ai pris le train en marche et je n'ai pas eu le temps de suivre le docteur Constantine. Et lorsque le docteur Elias avait la parole, j'avais des problèmes de micro. Alors moi, je ne voudrais pas poser une question en tant que telle. Je voudrais juste apporter de l'eau à votre moulin. Oui, nous parlons cet après-midi du mémoire, de la thèse, de l'article. Et j'ai suivi le docteur Hervé, j'ai un peu suivi le docteur Elias. Et l'accent est beaucoup plus mis ici au niveau du fond. C'est vrai qu'avec le docteur Elias, il parle de la forme en ce qui concerne les références bibliographiques. Alors moi, je voudrais apporter des précisions en ce qui concerne la forme, beaucoup plus du point de vue de la langue. Oui, j'insiste là-dessus. J'ai toujours dit que je suis une grammairienne et je n'aime pas laisser passer des fautes. Qu'il s'agisse d'un mémoire, qu'il s'agisse d'un article ou alors qu'il s'agisse d'une thèse, il faudrait bien comprendre que de nombreux travaux ont toujours été rejetés parce qu'il y a des problèmes de forme. Je voudrais insister ici sur la rédaction même de la thèse, de l'article ou du mémoire. Il faut bien que nos chercheurs apprennent à bien rédiger, savoir rédiger et savoir écrire. Oui, le fond peut être bien, mais il faudrait aussi bien que ce que l'on a à dire soit écrit en une très bonne langue. Alors, il faudrait bien que l'accent soit également mis sur cette manière de nous exprimer sur le plan de l'écrit. Donc, réussir un article, une thèse ou un mémoire, ce n'est pas seulement le fond qui compte. Il faudrait bien aussi que nous respectons des règles, les normes, bien écrire. Hein? Car ne dit-on pas que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Alors, c'est juste une proposition par rapport à tout ce qui a été dit. Merci. Merci, docteur Salomé, pour votre contribution. Alors, docteur Kaiser avait également une question. Il s'est déconnecté. Abou Jabar. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux panélistes. Et j'aimerais m'adresser à Madame le docteur Constantine. Si elle peut un peu revenir sur la méthode intra. Ça m'échappe un peu. Si elle peut un peu réexpliquer un peu. C'est juste ça. La méthode IMRA ou intra? IMRA, c'est ça même. D'accord. Constantine, vous avez la parole.
Docteur Constantine. J'étais en train de chercher. Oui, c'était le temps de mettre, de unmuter mon micro. C'est la méthode IMRAD, Jabba, qui signifie Introduction, Methods, Results and Discussion. Donc ça, c'est ce que les traditionalistes avaient proposé, ont proposé pour les sciences sociales, qui était en vigueur pour les sciences sociales, mais je disais justement que ce n'est pas la seule méthode qui existe, qu'on n'est pas obligé d'aller justement de l'introduction à la méthode, au résultat. Il y a des discussions, vu même justement que le professeur Messina a relevé tout à l'heure qu'il manque le cadre théorique dans cette méthode-là. Donc, ce n'est pas l'unique méthode, mais je sais que généralement les géographes l'utilisent, en fait, ceux qui sont en sciences sociales, les gens, les géographes, les historiens, c'est une méthode qu'ils utilisent beaucoup. Nous l'utilisons également en tant que linguistes, mais ici, il manque le cadre théorique et ce n'est pas uniquement ça. Donc, ceci se décline en abstract, un résumé, introduction, les méthodes, résultats, discussion, conclusion et référence. Il y a d'autres manières de présenter son article scientifique sans toutefois être obligé d'appliquer la méthode IMRAD. IMRAD, c'est IMRAD, qui est mis pour Introduction, Methods, Results and Discussion. Ok, merci. Merci pour cet éclaircissement, docteur Constantine. D'accord, merci. Oui. Constantine. Dina Amédée. Oui. Docteur Abba. Merci, bonsoir. Vous avez la parole. Merci. Docteur Abba. La parole, Okay, c'est... Allô, tu peux aller? Bon. C'est le docteur Dinan qui parlait. Oui. Oui, c'est le docteur Dinan. Merci, je ne suis pas encore docteur, c'est un plaisir, ça va venir. Bonsoir à tout le monde. J'ai beaucoup apprécié tous les différents sujets. Je souhaiterais poser une question au docteur Kaïsa. Bon, malheureusement, c'est comme s'il est parti. Mais je vais poser ma question. Si quelqu'un a une information ou bien une suggestion, ça peut dire. Je suis ici. Ah, ok, d'accord, c'est gentil. Merci beaucoup pour le sujet déjà, mon cher docteur. J'aimerais savoir par rapport à la méthode Mendley, est-ce que je voudrais savoir si j'ai bien compris. Ça veut dire qu'au préalable, on doit rechercher tous les documents qui ont trait à notre article, les charger dans le logiciel. Comment ça fonctionne, comment? Parce que j'ai vu comment est-ce qu'on a pu avoir les références de ça tout à l'heure là. Je voulais avoir quelques précisions sur la méthode de pouvoir. Ok, merci. Oui, comme je viens de dire, tout d'abord, il faut avoir télécharger la bibliothèque Mendeley et tous les articles que vous cherchiez, il faut les télécharger et les mettre dans la bibliothèque de Mendeley. Donc, c'est comme ça que si vous référez à Mendeley, Mendeley vous envoie directement, vous faites la référence et la référence textuelle et bibliographique. Donc, il faut d'abord chercher les articles, télécharger ces articles et les mettre dans la bibliothèque Mendeley. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Même si vous ouvrez Mendeley, vous pouvez trouver tant d'articles là, mais il faut sélectionner ceux dont vous avez besoin pour les mettre dans votre bibliothèque. Merci beaucoup. D'accord. Ok, merci. Il y a une question à l'endroit du professeur Messina, docteur Kwankem et docteur Bébine, de la part de Eric Guita. Il aimerait savoir dans quelle catégorie place-t-on les articles qui parlent, par exemple, de l'utilisation de la téléévaluation à l'Université de Yaoundé 1, étant donné qu'on n'utilisera pas de théorie. Est-ce que vous avez suivi la question? J'ai très bien suivi la question.
Et déjà que quand on va parler de la téléévaluation, nous savons déjà qu'il y a une théorie sur le connectivisme et l'interactionnisme et sur les méthodes d'évaluation. Donc, il est impossible de dire que si on peut dire qu'on ne met pas de manière volontaire, mais il faut d'abord savoir à quoi sert une théorie dans un article scientifique. Parce que pour retirer un âme, moi, je ne mets pas de théorie, mais parce que je sais à quel moment et pourquoi je devrais l'utiliser. Mais les étudiants qui commencent ou les jeunes chercheurs qui commencent à retirer l'aspect de cadre théorique refusent en fait de s'approprier ce que les autres ont dit sur la notion. Parce que la téléévaluation, ça entre déjà dans ce que Peraya avait déjà mis en termes de médiation et de médiatisation. Ensuite, nous avons les théories de l'évaluation. Donc, tout cela, si on veut les théories, ça existe. Mais si on ne veut pas les mettre, alors là, c'est un choix personnel dans l'article. Et si l'article est rejeté par manque de théorie, parce qu'on n'aura pas une traçabilité des résultats, ça peut arriver aussi. C'est un risque qu'on prend, tout simplement. D'accord. Est-ce que Dr Constantine peut ajouter quelque chose ou bien c'est déjà clair? Non, je pense qu'elle a résumé. Le problème avec l'étudiant, c'est qu'il pense qu'il n'y a pas de théorie en rapport avec la téléévaluation, alors que l'évaluation, comme le prof l'a dit, est une théorie. Il y a une théorie pour l'évaluation des apprenants. Il y a justement, quand il ne fait pas l'évaluation, ça veut dire les gens seront connectés à quelque chose. Donc, il y a la théorie de Siemens en rapport avec le collectivisme, comme le prof l'a justement déjà mentionné. Donc, qu'il ne pense pas d'office, a priori, qu'il n'y a pas de théorie à appliquer dans son cas. Il y en a. Et je crois qu'il faut lister connectivisme, la théorie de l'évaluation et de la construction du savoir, de ce qu'il aura à apporter dans cette téléévaluation. D'accord, merci. Sylvain qui dit que, somme toute, la publication d'un article scientifique ne dépend pas uniquement de sa soumission, mais aussi et surtout de son acceptation à être publié dans une revue scientifique. Bien, est-ce qu'il y a une autre question ou bien on peut conclure ce webinaire? Non, je crois que je voudrais réagir un peu par rapport à ce que Sylvain a dit. Justement, il a raison. On l'a dit tout à l'heure, je crois qu'on peut écrire et soumettre, mais ça ne veut pas forcément dire que ce sera accepté. Maintenant, la soumission aussi doit tenir compte du type de la revue, de type de revue où on soumet l'article. Et nous, on a dit, tout le monde voudrait bien être publié dans les grandes revues, les revues internationales à renommée, mais parfois, les petits chercheurs ont du mal à se faire accepter dans ces grandes... Les jeunes chercheurs. En fait, oui, les jeunes, pardon. Les jeunes chercheurs, sorry. Donc, surtout les chercheurs du Sud, quelquefois, c'est difficile. Donc, il faudrait déjà choisir, peut-être pour un début, quelque chose de pas très coté. Et puis, plus on sera connu, et puis choisir des revues à accès libre, où on diffuse sans avoir besoin de payer. Vous n'avez pas besoin de payer les droits, ou bien dont vous demande de payer pour publier. Ça fait que vous êtes lu par un grand nombre. Maintenant, quand vous serez connu, plus vous serez connu, et vous aurez la chance donc de publier à Elsevier et autres. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une autre contribution? Moi, c'est une annonce pour rappeler les appels à communication pour le colloque de Yaoundé. Nous avons encore jusqu'au 20 août pour envoyer des résumés. Nous allons, c'est le dernier webinaire pour l'année académique pour la CETELA. Nous allons reprendre en septembre ou octobre en espérant une régularité aussi bien des participants que des panélistes. Et nous aurons un workshop, nous allons revenir, nous avons déjà commencé, le docteur Constantine, professeur Fassé et moi, et à tracer les possibilités d'un workshop justement sur la méthodologie sur 4 jours de manière hybride. Donc, nous espérons que les uns et les autres contribueront pour pouvoir peaufiner le planning de cela. Je ne peux pas beaucoup parler parce que je me sens un peu fatiguée, mais je vous remercie